La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité sous-régionale avec le double scrutin qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les populations sont aux urnes pour désigner leur nouveau président et leurs députés. Les premiers bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin et l'opération a démarré sans aucun incident. Nous entendrons les mots de satisfaction des émissaires de la CEDEAO dès le début de ce journal. Et puis le concours national de l'innovation pour la valorisation des produits et résidus de l'ananas du Bénin ont été lancés vendredi à Cotonou. C'est une initiative du gouvernement soutenue et financée par l'Agence belge de développement. Les meilleurs candidats seront primés à la fin des opérations, nous dira Clément Achadé. En titre également, le combat s'intensifie contre les opérateurs illégaux de placement d'argent et d'exercices irréguliers de la microfinance. Les principaux acteurs chargés de l'assainissement de ce sous-secteur étaient au cours de la semaine à Boycon. Ils entendent faire le bilan des activités menées au cours de l'année qui s'achève. Compte rendu de Imet Hélène Soussou à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. L'actualité chez le voisin du Burkina Faso, c'est bien entendu le scrutin à double manche de la présidentielle et des législatives. Les citoyens en âge de voter ont déjà pris la direction des centres de vote qui ont ouvert par endroit à 6 h du matin ce dimanche 22 novembre 2020. Il faut dire que 13 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. Ce matin donc à Ouagadougou, la capitale, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont sillonné quelques bureaux de vote pour constater les conditions d'ouverture et de démarrage des opérations de vote. Un premier constat plutôt satisfaisant pour les émissaires de la CEDEAO que je vous invite à suivre. Nous avons remarqué que tous les bureaux ont ouvert à l'heure. Les matériels sont en place. Et dans le premier bureau déjà, le premier votant a voté à 6 h 1 Dans le deuxième, 5 minutes après. Ici, on nous a dit c'est 30 minutes après. Nous avons vu que dans certains bureaux, il y a plus de présents des partis que dans d'autres. Mais dans aucun d'eux, il y a une absence de représentants de partis politiques, ce qui est déjà très bien. Et notre crainte aussi était qu'il y ait trop d'électeurs par bureau, mais nous avons vu que la moyenne varie de 500 à 250. Donc ce qui laisse supposer que d'ici la fin de la journée, vraiment les opérations pourraient être closes, en tout cas dans ces bureaux-là. Donc nous souhaitons que ça continue comme ceci. Et nous avons aussi bien apprécié la présence des forces de sécurité qui rassurent vraiment que le processus pourra se continuer dans des conditions apaisées. Et je crois que ce qu'il nous reste à souhaiter, c'est que ce soit comme ceci, pas seulement à Ouaga, mais sur l'ensemble du territoire national, et que le dépouillement puisse s'engager dans les mêmes conditions de sérénité. La logistique électorale est sur place, les urnes, les isoloirs bien entreposés, les listes électorales, les bulletins de vote, avec la signature aux endroits indiqués par les membres du bureau de vote accrédités. Les électeurs ont commencé donc à sortir. Je pense que dans la sérénité, d'une manière bien civilisée, le scrutin a démarré. Nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est remarquable pour la sous-région. Le Burkina Faso se comporte bien en matière démocratique. Des électeurs, c'est de vite sortir parce que le soleil se lève tôt sur le Burkina. C'est une très bonne chose. Qu'ils aillent voter dans la paix, aux candidats de suivre leurs électeurs dans leur comportement civique et d'éviter des autoproclamations. Parce que c'est au dépouillement qu'on sait qui a tel nombre de voix, qui n'en a pas. Et tant que le dépouillement n'est pas terminé, tant que la compilation est en cours,
il vaut mieux éviter de faire des autoproclamations. Il faut préciser que ce double scrutin de désignation du président de la République et des nouveaux députés se tient dans un climat d'attaque terroriste dans certaines régions du pays. Conformément donc à la feuille de route de la commission de la CEDEAO, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité s'est rendu hier samedi au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. L'objectif est de s'enquérir des dispositions sécuritaires mises en place. À la faveur donc d'une séance de travail avec les regradés de l'armée, l'émissaire de la CEDEAO a été rassuré. Le point maintenant de la séance avec Idrissou Boukaré et Elvis Tonoucoin, nos envoyés spéciaux. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, au cœur du dispositif de sécurisation du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qui fait l'objet d'attaques de groupes terroristes depuis quelques années. Si la situation politique est relativement stable, le contexte sécuritaire dans lequel vont se tenir ces élections majeures est sans doute difficile. Samedi, à la veille de ces élections, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO vient aux nouvelles. Le général Francis Bianzin est venu prendre le pouls des préparatifs de ces élections côté sécurité et savoir comment les hommes en armes s'y prennent pour relever le défi d'organisation d'élections sécurisées et sans violence. L'armée burkinabé a donc une grande responsabilité à cet effet. Le peuple burkinabé qui a accepté de faire comprendre à toute l'Afrique sa maturité politique. Parce que les ambassadeurs occidentaux et africains nous ont dit que c'est des élections paisibles et civilisées. Parce qu'il y a un consensus politique qui permet à tous les acteurs politiques de se réunir et d'accepter de vivre l'événement comme des périodes festives de démocratie. Je pense que l'essentiel de ce que je peux vous dire se résume en un seul mot. N'ayez pas peur. Que la population n'ait pas peur. Les acteurs politiques n'aient pas peur. Les forces de défense et de sécurité vont jouer leur rôle régalien, à savoir protéger tout le territoire national et la population. Le dispositif qui est mis en place. Autour du ministre d'État chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, tous les services de sécurité sont réunis pour ensemble gagner le pari. Le chef d'état-major des forces armées burkinabé, les directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des eaux et forêts, de l'administration pénitentiaire, le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers et les officiers supérieurs de l'armée sont tous mobilisés pour la même cause. L'enjeu est capital et les compétences sont disponibles afin de sécuriser aussi bien les électeurs, les candidats que l'ensemble du peuple burkinabé. En tout cas, nous sommes contents que vous soyez là avec nous pour vous enquérir du travail qui est fait. En tout cas, je puis vous assurer qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires, cette commission en tout cas a mis tout en œuvre pour que tout se passe bien avant, pendant et après. Donc maintenant, nous prions le bon Dieu que cela soit. Vraiment, nous demandons à tout le monde d'être serein et de ne pas avoir peur. Ça fait des mois que nous sommes en train de planifier. Nous sommes maintenant en train d'exécuter ce qu'on a planifié. Et vous voyez que grâce au Tout-Puissant, la première phase, comme disait le commissaire, s'est bien déroulée. En tout cas, durant toute la campagne, nous n'avons pas eu d'incident sur le processus électoral. C'est vrai que nous avons eu des hommes qui sont tombés, paix à leur âme, mais c'était dans le cadre de leur mission régalienne. Ça ne rentrait pas dans le cadre des élections. Et Dieu a fait, aujourd'hui ça s'est bien passé. Nous sommes sûrs que demain ça se passera bien encore. L'armée restera républicaine et jouera convenablement son rôle régalien avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives de ce dimanche 22 novembre 2020.
Voilà, le leader de l'opposition burkinabé a aussi reçu la visite des émissaires de la CEDEAO. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, a échangé avec ses hôtes sur les préparatifs entrant dans le cadre des élections qui ont démarré ce matin. On écoute son appréciation après le tête-à-tête. D'abord, c'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai reçu donc cet après-midi la mission d'observation de la CEDEAO. Et je tiens à remercier donc l'institution communautaire, non seulement pour l'intérêt qu'elle porte à ces élections, mais tout l'intérêt qu'elle a toujours porté donc à la situation de nos États, y compris dans le Burkina Faso. Avec le Premier ministre chef de mission et ses collègues, il s'est agi, vous l'imaginez bien, d'échanger un peu sur le déroulement futur de l'élection qui a lieu donc demain. Ça a été l'occasion pour nous, en tant que chef de file d'opposition, de faire part un peu de notre appréciation à la fois sur les préparatifs avant l'élection et aussi sur un certain nombre d'aspects qui sont des sujets d'inquiétude, rentrant toujours dans le cadre de notre souhait que l'on ait des élections apaisées et que le résultat qui sera proclamé soit bien celui qui a été mis dans les urnes par les Burkinabés. Alors, le processus en tant que tel lui-même a commencé avec un certain nombre d'opérations en amont qui, de notre point de vue, se sont très très bien passées. Cela à cause aussi peut-être du dialogue politique auquel nous participons depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avec la majorité en place. Beaucoup de questions ont pu être évoquées et tranchées à ce niveau-là. Là, nous sommes maintenant dans une dernière ligne droite qui est celle des opérations électorales en tant que telles. On verra bien demain si d'abord toutes les dispositions pratiques ont été prises par la CENI pour faciliter donc ces opérations-là. Mais nous, d'ores et déjà, nous avons eu, comme on l'a fait à plusieurs reprises, à dénoncer un certain nombre de pratiques qui se déroulent sur le terrain, des pratiques d'achat de conscience et d'opérations de fraude qui, de notre point de vue, pourraient en tout cas entacher la sincérité du résultat. Nous tenons d'abord, au nom de toute la CEDEAO, le président de la Commission, à remercier le chef de file de l'opposition pour nous avoir donné cette entrevue, malgré son calendrier extrêmement chargé. Notre but, c'était d'abord de lui exprimer la reconnaissance de tous nos pays pour la façon exemplaire avec laquelle l'opposition burkinabé a contribué à créer un climat de consensus, en initiant, en participant à tous les dialogues qui ont pu permettre de créer les conditions d'une élection jusque-là très consensuelle. Deuxièmement, naturellement, nous l'avons écouté sur tous les conseils et avis qu'il pourrait nous donner pour que la suite se déroule de manière absolument positive. Et nous n'avons pas manqué. Il lui exprime notre souhait pour que de tous les côtés, nous puissions contribuer pour que ces élections puissent honorer le Burkina, à savoir aboutir à des résultats acceptés de tous. Retour maintenant au Bénin et plus précisément à Ouida, dans le département de l'Atlantique. Les populations se trouvant sur l'emprise du projet touristique dénommé La Marina ont toutes reçu le geste d'accompagnement du gouvernement. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise des chèques qui s'est déroulée vendredi dernier. Précision, Narcisse Alossé. Ils ont accepté d'abandonner leurs terres pour permettre à leur cité commune Ouida d'abriter l'un des méga projets touristiques annoncé depuis peu par les gouvernants actuels. Il s'agit du complexe touristique baptisé La Marina. Et en retour, l'État témoigne à ces hommes et femmes sa reconnaissance à travers des chèques d'indemnisation. Chères populations impactées par les projets touristiques ici présents, je voudrais en cette occasion solennelle vous dire que votre geste un geste national, un geste patriotique. Et vous devez en être fiers. Les chèques qui vous seront remis ici ce matin, forcément n'auront pas les mêmes valeurs que les terres que vous avez laissées. Mais je voudrais qu'au-delà de ces chèques, vous voyez que vous avez contribué à bâtir une nation forte et développée. Au total, 5 propriétaires terriens ont défilé devant les objectifs de nos caméras l'instant de cette cérémonie pour plus d'une dizaine de millions de francs CFA de distribuer. Ce groupe de personnes constitue la deuxième vague des personnes à indemniser. La deuxième vague n'est pas la dernière, malheureusement, parce qu'il se trouve encore des personnes occupant actuellement le site et qui n'auraient pas encore déposé leur dossier. Je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire que les autorités
ont clairement indiqué qu'il faudrait qu'on accompagne tous ceux qui restent pour qu'ils puissent être normalement indemnisés. L'opération de recensement des personnes affectées par le dit projet reste donc ouverte et les responsables de l'Agence nationale du domaine du foncier se disent disponibles pour enrôler les retardataires. Le projet même prévoit l'érection à Djegbadji, à Vlekete, d'un édifice distinctif de la future offre touristique du Bénin. À Djegbadji, nous envisageons donc le complexe d'un marina avec un complexe hôtelier. Il y aura également un village artisanal, une promenade du souvenir, un lagon et un bateau du départ qui sera un élément essentiel de notre tourisme mémoriel. Ce projet de la marina sera donc un bijou dans l'offre touristique que nous sommes en train de bâtir avec vous. Il bénéficie de l'appui d'un partenaire externe, donc la Bank of China, et le constructeur est déjà connu, ce sera Yunnan Construction. À en croire les initiateurs du dit projet, les études sont presque achevées et les travaux démarreront sous peu. Des travaux prévus pour durer 2 à 3 ans et demi. Le Comité national des syndicats affiliés du Bénin à l'UITA a lancé vendredi la 3e sensibilisation sur la COVID-19. Objectif, protéger le monde des travailleurs contre la pandémie. La sensibilisation a été l'occasion pour le comité de faire don de matériel de lutte contre la maladie à l'endroit des travailleurs des différents secteurs. Les précisions maintenant avec Clément Achadé et Derun Pevi. Pour une 3e fois, le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UTA travaille à faire reculer la pandémie du moment, le coronavirus. Et pour atteindre son but, la coordination nationale organise ici à Cotonou cette 3e édition de séance de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 au profit des organisations syndicales affiliées à l'UTA. À cet effet, les membres des différentes organisations syndicales sont entretenus sur l'importance du respect des gestes barrières, mais aussi les symptômes de la maladie. En raison donc du caractère de la pandémie, nous avons reçu pour consigne de sensibiliser les travailleurs pour que dans les secteurs couverts par l'UTA au Bénin, il y ait 0 travailleurs infectés ou contaminés, 0 infection. Et pour éviter que l'on rentre dans la 2e vague, parce que les travailleurs ont baissé la garde, nous avons initié cette 3e sensibilisation. À cette occasion, le CONACYB UTA Bénin a réalisé des affiches de sensibilisation qu'il distribue aux travailleurs. Avec pour objectif 0 contamination dans le rang des travailleurs au Covid, le réseau a mis des dispositifs de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et les masques aux représentants des différents syndicats. Là, nous sommes en train de réitérer ce que nous avions déjà fait à la 2e sensibilisation. Mais cette fois-ci, la quantité est plus importante et nous mettons ces kits à leur disposition pour leur permettre de prendre le relais de la sensibilisation sur les lieux de travail. Les dispositifs de lavage de mains, le gel hydroalcoolique, savon liquide, masque et les supports que constituent les affiches que nous avons élaborées nous-mêmes. Le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UTA entend poursuivre cette action et surtout l'étendre dans tout le Bénin. Ceci pour éviter une nouvelle propagation du virus au pays en ce moment où l'on parle d'une 2e vague dans les pays les plus touchés au monde. Oui, l'union faire la force. Le développement du secteur de l'artisanat à la base, c'est le leitmotiv de l'organisation non gouvernementale ADECO qui a installé cette semaine le bureau devant défendre les avantages de tous les artisans des 11e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou. Les membres auront la mission de sensibiliser les artisans de ces 3 arrondissements en vue d'un développement certain du secteur. Les détails avec Teddy Goudalo et Christian Dandedjan. Ils disposent désormais chacun d'un bureau devant travailler pour leur épanouissement. Les creusets d'artisans des 11e, 12e et 13e arrondissements de la ville de Cotonou sont, à la suite de ces cérémonies d'installation, dirigés par des organes de 29 membres issus de leur rang. Une idée conçue et mise en œuvre par le groupe ADECO, une ONG qui travaille à promouvoir l'artisanat et ses acteurs. Nous avons décidé depuis un an
décentraliser la plateforme de communication du réseau des artisans. Nous avons décidé d'aller au niveau d'arrondissement pour permettre à ce que lorsque nous avons des opportunités, ça puisse descendre jusqu'à la base. Ce bureau qu'on vient installer, eux, ils vont maintenant à leur tour installer le bureau des quartiers. Puisque quand on parle de la décentralisation, c'est le développement à la base. Qui sont à la base si ce n'est pas les artisans? Ces bureaux ainsi installés sont les coordinations de base de l'ONG Club Excellence ADECO et les membres investis de missions spécifiques. Ils auront à élaborer et à accomplir des tâches en étroite collaboration avec les artisans, premiers bénéficiaires du projet, et définir les orientations stratégiques à mettre en œuvre pour l'essor du secteur artisanat. Il doit œuvrer, ce bureau installé doit œuvrer à sensibiliser tous les artisans sur l'importance, le rôle de l'artisanat pour le développement personnel et celui de la nation. Ils doivent œuvrer également à promouvoir l'artisan lui-même et ses œuvres. Au président de l'ONG Club Excellence ADECO de rappeler aux artisans l'importance de taire les divergences pour une redynamisation du secteur. Les objectifs fixés, la démarche à suivre est dévoilée. Depuis quelques mois, je suis sur le terrain pour mieux faire comprendre aux artisans qu'il faut eux-mêmes s'aimer, aimer leur prochain, se mettre ensemble, et c'est dans l'union que nous pouvons développer ces opportunités. L'ONG Club Excellence ADECO va pourvoir les 13 arrondissements de Cotonou d'un bureau pour un secteur de l'artisanat plus fort et plus compétitif. Rappelons que tous les arrondissements des départements de l'Atakora, du Zou et de l'Ouémé ont déjà leur bureau installé. ADECO, on doit gagner. Voilà, en complément à ce reportage que vous venez de suivre, nous allons recevoir dans la deuxième partie de cette émission Brice Rondy. Il est le président de l'ONG ADECO. Avec lui, on va parler donc du développement du secteur de l'artisanat. Brice Rondy viendra nous dire quelle est la politique à mettre en place pour l'épanouissement des artisans. Et puis le tout premier invité dans la deuxième partie de cette émission, bien entendu, c'est Philippe Robert. Il est le directeur général de NJ Finis Bénin. Son activité, sinon sa structure, s'occupe essentiellement de la production, sinon de la conception et de la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage. Philippe Robert viendra nous dire que NJ Finis Bénin est la solution à l'éclairage à moindre coût. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. La première se poursuit et vous allez le découvrir sur ces images que dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en protection civile, l'Agence nationale de protection civile en liaison avec l'école de maintien de la paix à Lumbeye a organisé une formation au profit des acteurs de la chaîne de protection civile au Bénin. Les travaux ont duré 2 semaines et ont pris fin vendredi à Cotonou. Et c'est bien entendu sur ce que vous voyez sur ces images, les images de la cérémonie de clôture que vous voyez donc sur votre écran. L'Agence nationale de protection civile fait de la prévention des catastrophes son cheval de bataille. Les responsables de l'ANPC sont partis de l'idéal selon lequel il est préférable de prévenir que guérir. Une formation sur 2 semaines des acteurs a donc été envisagée et s'achève aujourd'hui sur une note de satisfaction. Les stagiaires et autres participants ont donc été préparés durant cette phase de renforcement de capacité à faire face avec efficacité aux catastrophes. Ces derniers, donc ces stagiaires, ont recommandé une organisation périodique de cette session de simulation sur la GRC. La GRC, c'est la gestion des risques de catastrophe pour un suivi, évaluation et pour la pérennité des acquis de la dite formation. Voilà, la police républicaine a reçu vendredi des mains de l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin un important lot de matériel d'une valeur de 18 millions de francs CFA, ce dont vise à soutenir le gouvernement dans le renforcement de la sécurité nationale. Le point avec Ingrid et Herman Anyambosu. La République d'Allemagne, à travers la GIZ, appuie le Bénin dans son programme de renforcement de la sécurité nationale. En témoigne la remise de cet important lot de matériel roulant, informatique et bureautique au profit de la police républicaine et du Centre de documentation et de sécurité publique. Aujourd'hui, je suis heureuse de présenter au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique le matériel et équipements ici présents. Nous souhaitons vivement que ces équipements contribuent au renforcement et à garantir la sécurité de tous les Béninoises
et que la protection de libertés individuelles et des droits des hommes reste au cœur du travail de la police. Les différentes mutations intervenues dans les modes d'action des groupes criminels à travers le monde ces dernières années appellent de la part des autorités en charge de la sécurité et des partenaires des mesures appropriées dans le but de lutter efficacement contre les phénomènes tels que le grand banditisme, le terrorisme, le trafic de tout genre, pour ne citer que cela. C'est pourquoi ce don de matériel vient à point nommé et permettra d'améliorer substantiellement les conditions de travail des bénéficiaires. D'un coût global de 180 millions de francs CFA, ce don est composé de 17 motos, 3 véhicules à 4 roues, des matériels informatiques composés de 163 ordinateurs, de bureaux avec onduleurs plus scanner, 150 disques durs, 8 imprimantes. Également remis aux autorités policières, des matériels spécifiques liés aux enquêtes criminalistiques, aux investigations, au fichage et des outils de travail composés de mobilier. Nous sommes tous menacés par les grands dangers que constituent le terrorisme, la cybercriminalité. Ce sont tous des menaces qui sont transfrontalières et qui ne peuvent être abordées que de manière commune. C'est pour ça que pour nous, c'est absolument évident de soutenir nos partenaires aussi dans le domaine de sécurité. En ma qualité de représentant du ministre chargé de la sécurité, je puis vous garantir qu'une gestion rigoureuse sera faite de ces matériels au grand bonheur de nos populations. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer ma gratitude pour vos multiples appuis qui contribuent au renforcement de capacités des structures de la sécurité intérieure. Ce soutien à la police républicaine du Bénin et au Centre de documentation de sécurité publique intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour la création et le renforcement des unités de police de plusieurs pays d'Afrique. Le dit programme est financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne et exécuté par la GIZ. La ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont donné le top de la deuxième édition de la campagne de commercialisation du soja. Le lancement officiel de cette campagne s'est déroulé jeudi dernier à Djougou, dans le département de la Donga. On va voir le compte-rendu maintenant de Abdou Sabi Idrissou et de Abdou Raouf Yaya. Le soja est l'une des filières en pleine expansion qui occupe une place prépondérante dans les activités culturelles, industrielles et commerciales au Bénin. Pour le mettre officiellement dans le circuit commercial, 2 ministres du gouvernement étaient ce jeudi 19 novembre à Djougou. Ensemble, ils ont donné le top de la campagne de sa commercialisation 2020-2021. Cette campagne de commercialisation que mon cher collègue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et moi-même lançons officiellement ce jour, jeudi 19 novembre 2020, nous permet aussi de faire avec vous les acteurs un bilan et d'envisager des perspectives pour de meilleures performances et une contribution plus appréciée à l'économie de notre pays. En plus de sa contribution à la résolution des problèmes d'alimentation et de nutrition des populations, le soja permet d'améliorer les revenus des producteurs, surtout ceux des femmes, qui s'adonnent à sa transformation. Le Bénin, pour la campagne de commercialisation 2019-2020, avait projeté une production de 257 000 tonnes de soja. À l'arrivée, 266 000 tonnes ont été exportées vers les pays de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Au titre de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja, les conditions de déroulement se présentent comme suit. Prix plancher d'achat aux producteurs, 175 francs CFA. Date d'ouverture de la campagne, 19 novembre 2020. Date de fermeture de la campagne, 30 juin 2021. Dans sa politique de promouvoir les différents maillons du soja, le gouvernement l'a doté d'un programme national de développement. Le soja est devenu depuis quelques années l'une des filières qui connaît une très bonne ascension en matière de production. De 110 000 tonnes en 2016, cette filière est passée à 165 000 tonnes au cours de la campagne 18-19 pour caracoler aujourd'hui
à 257 000 tonnes en cette campagne 19-20. Bien que les chiffres en matière de production ont largement dépassé les prévisions, la filière soja est confrontée à d'énormes difficultés. Malgré cet espoir, la filière reste confrontée à de nombreuses difficultés dont les plus récurrentes sont l'inexistence de textes spécifiques pour l'encadrement de la filière, le manque de formation à l'endroit des acteurs producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, les récoltes précoces qui déprécient la qualité du soja et désorganisent le marché du Bénin. Pour lever ces différentes contraintes, des solutions sont envisagées, entre autres, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des semences de qualité et la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Et de celui de la filière soja en particulier. Allez, toute autre chose à présent, le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance fait le point de son combat contre ceux qui opèrent en marge de la réglementation. L'atelier de Boycon a regroupé plusieurs acteurs et membres de cette structure chargée de l'assainissement du sous-secteur de la microfinance. Les détails maintenant avec Ibet Elena Moussou. Fini avec les structures illégales de microfinance opérant sur le territoire béninois. La guerre enclenchée depuis quelques années par les autorités compétentes a permis d'évincer plusieurs centaines d'entre elles. À cet atelier de Boycon, les membres de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ceux du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, cadres du ministère des Finances, sont venus partager avec les responsables des systèmes financiers décentralisés les résultats des actions menées ces 12 derniers mois. Le recensement que nous avons opéré l'année dernière, donc en 2019, nous a permis de dénombrer environ 38 structures qui opèrent dans l'illégalité contre 495 en 2011. Cela dénote des actions que nous avions engagées depuis ces dernières années et qui se sont accentuées depuis 2016. Ces chiffres traduisent un taux de près de 90% de recul de l'informel et nous ne comptons pas nous en arrêter là. À côté des institutions dites SFD, on note également des activités parallèles d'autres entités non autorisées. Ils sont en nombre, disons, infime, mais malheureusement, ils sèment la confusion. La rencontre fait partie d'un ensemble d'activités inscrites à l'agenda de la quinzaine de l'assainissement. Elle va entre autres permettre de définir de nouvelles stratégies pour poursuivre la lutte. Les structures illégales constituent une menace pour celles légales et créent dans l'environnement financier beaucoup de désagréments. Face à cette situation, les populations sont appelées à redoubler de vigilance. Les structures qui exercent en marge de la réglementation, ce sont des concurrents déloyaux au système financier décentralisé qui ont l'agrément. Et donc, nous voulons beaucoup plus inviter les dirigeants des systèmes financiers décentralisés autorisés à ce qu'ils jouent leur partition pour dénoncer les installations d'institutions illégales. Nous avons identifié cette période, notamment la période de la fin de l'année, parce que c'est la période où les faussaires sont très intéressés donc, par la collecte de l'épargne des populations. Avec le développement aujourd'hui du numérique, des TIC, une nouvelle manière pour des faussaires de collecter l'épargne des populations à travers les opérations de e-commerce et des opérations de marketing réseau. Ils essaient de les appâter avec des taux allant jusqu'à 50-100%. De taux d'intérêt par rapport donc à des placements de sous. Après Cotonou et Boycon cette première semaine, la campagne de la quinzaine de l'assainissement va conduire les responsables de l'agence dans d'autres départements du pays. La tournée vise à informer les populations, les amener à identifier et interrompre l'exercice des structures qui opèrent en marge de la réglementation. Allez, la face cachée de Patrice Talon vient d'être dévoilée au public. Jeudi dernier, Malgloire Dato, directeur de publication du quotidien L'Actualité, a lancé son nouveau livre qui s'intéresse à bien de détails peu connus du grand nombre sur le président de la République du Bénin, intitulé La face cachée de Patrice Talon. L'ouvrage qui entre ainsi dans les rayons des librairies présente le président de la République du Bénin sur tous ses aspects. Les précisions avec Ali Moumouni et Henri Ganti. Ce n'est pas anodin si Magloire Dato a choisi d'écrire sur la face cachée de Patrice Talon. Le directeur général du groupe de presse L'Actualité
De par son expérience, a pris l'option de partager avec le grand public sa perception de l'homme d'État sur tous ses aspects. Patrice Talon, Athanase Guillaume, est un monsieur atypique, un Béninois atypique qu'il faut côtoyer, qu'il faut sonder pour mieux connaître l'homme. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet exercice, à ma foi, très difficile. L'ouvrage de 242 pages est une enquête qui regroupe des extraits de papier de presse, des témoignages et des références sur l'actualité. Reparti en 4 parties, le livre La face cachée de Patrice Talon aborde le parcours du président de la République, sa gouvernance, ses réalisations et dans une certaine mesure des traits caractéristiques de la personnalité du chef de l'État. L'auteur a d'abord, dans un premier temps, dans le premier chapitre, avec un style vestimentaire, cherché à décrire Patrice Talon. La particularité du style de cet homme d'État est tridimensionnelle, comme l'a décrit l'auteur. Pour lui, Patrice Talon est un homme dont les traits caractéristiques pour ce qui est du style vestimentaire sont sobriété, constance et décontraction. Sobriété car ses costumes sont coupés pour la plupart dans des tissus sobres, sans motif apparent et aux couleurs dites de travail. Constance car ces costumes sont reconnaissables à leur cran, soit droit, soit aigu. Décontraction car il estime qu'être un passionné d'élégance masculine classique ne suppose pas d'être habillé en costard-cravate, même pour dormir. Ainsi, alliant tenue occidentale et tenue africaine, c'est dans cette dernière que le président Patrice Talon trouve, du moins, sa décontraction. Préfacé par David Gaou, enseignant à l'université, la face cachée de Patrice Talon est parrainée par l'ancien député El Hadji Yacoubou Malé Rossou. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement de l'ouvrage et à leur tour, ils ont aussi fait des témoignages. J'ai eu certainement la chance de parcourir dès les toutes premières heures cet ouvrage et je peux vous dire que j'ai été personnellement très sidéré et je n'ai pas raté l'occasion qu'il m'a offerte de préfacer cet ouvrage-là. Le premier numéro du livre, La face cachée de Patrice Talon, est vendu à 620 000 francs CFA. Tous les exemplaires vendus lors de cette cérémonie sont dédicacés par l'auteur. Ce serait tout pour la première partie de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On va ouvrir maintenant la page des invités. Le tout premier que nous allons recevoir, c'est M. Philippe Robert. Il est le directeur général de Énergie Finis Bénin. Sa structure s'occupe de la conception et de la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage et l'épanouissement. On va le recevoir donc dans la deuxième partie de cette émission. Après lui, on aura Brice Rondi qui est le président de l'ONG ADECO. Avec Brice Rondi, on va parler de la santé du sous-secteur de l'artisanat. À tout de suite. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors, chers abonnés, passons Noël ensemble et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Mesdames et messieurs, qui veut danser? Partez à la découverte de mondes merveilleux et vivez de grandes aventures en famille. J'hallucine. Je suis content que ça te plaise. Sois gentil, chaton. Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. On va passer Noël ensemble. T'es prêt pour qu'on profite de Noël ensemble? Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Fatigué des incendies répétitifs causés par des bougies ou lampes à pétrole, marre d'acheter des piles qui ne durent pas dans vos lampes torches, envie de voir vos enfants étudier pour un avenir meilleur? La solution est là, Phoenix Power. Tout cela à partir de 130 francs par jour, payable uniquement à partir de ton compte MTN Mobile Money. Opte donc pour les kits solaires Phoenix avec la possibilité de payer à crédit et de rembourser sur 1 ou 2 ans. Rapproche-toi vite de l'une des agences Phoenix pour t'offrir la nouvelle gamme des produits Phoenix. Tu peux aussi appeler gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Phoenix, leader du marché des kits solaires domestiques au Bénin. Alors on en vient, comme je l'avais annoncé, à la page invité qui reçoit le tout premier, le directeur général donc de NJ Félix Bénin, M. Philippe Robert. M. Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand format de Canal 3 Bénin. Vous êtes en local et puis ça vous aussi à merveille. Merci beaucoup. Votre tenue. Vous-même, vous êtes au Bénin depuis combien de temps déjà? Ça fait 2 ans. Ah bon? Aujourd'hui, à vrai dire. Alors, et comment vous appréciez l'accueil combien légendaire des Béninois? Écoutez, cela fait, bon, je ne vais pas raconter ma vie parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ça fait plusieurs années que j'ai eu l'occasion, pour différentes raisons et plutôt personnelles, de voyager en Afrique de l'Ouest. Ouais. J'étais déjà venu au Bénin en 2011 avec ma famille. Je ne pensais pas que j'allais avoir l'occasion de venir un jour y travailler. Donc je connaissais déjà l'accueil béninois, je connaissais déjà un petit peu la culture béninoise. Et maintenant, depuis 2 ans, je vis ici avec ma femme et je suis très heureux. Alors, depuis 2 ans, comme vous l'avez dit, vous avez implanté au Bénin NJ Phoenix. Présentez-nous un peu votre structure. De quoi s'agit-il exactement? Alors NJ Phoenix Bénin, c'est une société donc, qui fabrique et commercialise des systèmes solaires décentralisés pour les populations qui sont non raccordées au réseau électrique conventionnel. On estime qu'il y a encore 60%, malheureusement, de la population béninoise qui n'a pas encore la chance d'être raccordée au réseau électrique conventionnel. Et donc les solutions Phoenix sont des alternatives intéressantes. Alors, sans rentrer forcément dans le détail, nous commercialisons des batteries alimentées en énergie solaire par des panneaux. Et sur ces batteries, vous pouvez connecter tout d'abord des lampes pour la lumière, mais vous pouvez connecter également pour l'information et le divertissement des radios, des télévisions. Vous pouvez connecter des chargeurs de téléphone portable, des ventilateurs, des tondeuses à cheveux, des torches et tout récemment des décodeurs offrant la possibilité d'accès au programme de Canal+. Donc ce sont des solutions toutes intégrées. Les solutions Phoenix sont intégrées. Nous vendons la batterie, le panneau et l'ensemble des accessoires. Alors ça, c'est le détail commercialisation. Vous parlez de la conception, n'est-ce pas? Vous le faites au Bénin ici ou bien ça quitte ailleurs pour venir? Non, nos matériels sont fabriqués dans des usines en Chine, mais ce sont des usines Phoenix. Ce ne sont pas, nous ne sous-traitons pas. Ce sont véritablement des salariés Phoenix qui travaillent en Chine pour notre compte, qui sont salariés Phoenix. Les kits arrivent au port de Cotonou et nous les assemblons ici. Ensuite, nous les distribuons aux populations béninoises. D'accord. Alors, vous êtes implanté au Bénin le 22 novembre 2018. Coïncidence pour coïncidence. Oui. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors, comment les choses se passent? Quel bilan vous pouvez nous faire aujourd'hui? Alors, le bilan est extrêmement positif. Je citerai, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais en fait, je citerai 3 chiffres. Tout d'abord, c'est le nombre de clients que nous avons. Il y a 2 ans, nous partions de rien. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons fêter le 90 millième foyer. 90 000 foyers vont être desservis par les systèmes solaires décentralisés de Phoenix. 90 000. Oui, on estime que c'est à peu près 450 000 Béninois qui bénéficient désormais de la lumière, de l'information et du divertissement proposés par Phoenix. Ce sont des gens qui ont abandonné les lampions, qui ont abandonné les bougies qui sont polluants et dangereux pour la santé, qui ont abandonné les groupes électrogènes,
tout aussi polluants et dangereux pour la santé, et qui ont fait le choix de l'énergie respectueuse de l'environnement, de l'énergie fiable et propre des kits solaires Phoenix. Nous sommes très fiers de cela. D'accord. En termes de sécurité, n'est-ce pas, quelle garantie vous apportez aux bénéficiaires, aux populations qui achètent vos produits? En termes de sécurité, disais-je, ça ne peut pas brûler, quelle est la garantie, etc. Alors, très très bonne question. Évidemment, nous apportons une grande attention à cela pour que nos clients soient les plus satisfaits possible. Nos panneaux et nos batteries sont garanties 3 ans, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur le panneau ou la batterie, vous pouvez venir dans l'une de nos boutiques, et j'en parlerai, c'est un deuxième point du bilan fort prometteur, donc, pour changer votre panneau de batterie avant 3 ans. Et puis nos accessoires, donc les télévisions, les radios, les lampes, sont garantis 2 ans. Et après la garantie, vous pouvez toujours venir changer l'accessoire à un prix tout à fait raisonnable dans l'une de nos boutiques. D'accord. Alors, vos boutiques sont implantées où? Au Bénin, par exemple? Alors, c'est le deuxième point du bilan. Il est clair qu'en 2 ans, je pense qu'on peut dire que Phoenix est un acteur incontournable du développement économique local du Bénin. On est implanté dans 40 localités, bien plus que 40 localités béninoises, à vrai dire. Donc nous sommes présents du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais est-ce que vous couvrez essentiellement tous les 12 départements? Oui, absolument. Nous sommes présents dans les 12 départements du Bénin. Nous avons 72 communes. Et nous sommes présents, je crois, dans 80% des 72 communes. Alors je ne saurais vous réciter la liste des 72 communes par cœur, mais en 2 ans, j'ai eu le temps de progresser. Donc nos boutiques, on les appelle les points services. Il y en a donc 40 sur le territoire béninois. Nous allons jusqu'à Banikoara au nord. Nous avons notre siège social implanté à Cotonou, ainsi que l'entrepôt où sont assemblés nos kits, il est présent à Cotonou. Pour les populations qui n'ont pas la chance d'être proches d'une de nos 40 boutiques, nous avons également implanté une 50aine de points relais, c'est comme cela qu'on les appelle, dans d'autres localités plus petites, tenues par des partenaires. Et donc au global, c'est presque 100 points d'implantation physique que nous avons sur l'ensemble du territoire béninois, et dans lesquels nous accueillons la clientèle, certes pour donner des renseignements sur nos produits, mais également pour nos clients actuels, pour les éduquer sur la meilleure manière de bénéficier de leur kit et d'en tirer le meilleur parti tout au long de leur vie avec Phoenix. Alors, vous avez cité tout à l'heure près de 90 000 béninois ou foyers, n'est-ce pas, 90 000 foyers impactés par vos services. Comment vous avez le retour en termes de satisfaction? Est-ce que vous avez mis une politique en place qui permet de savoir que pour ceux-là qui ont acquis le matériel à votre niveau, ont une satisfaction à long terme? Alors, la volonté d'offrir une expérience client exceptionnelle est au cœur de l'ADN de Phoenix, et pour cela, nous mesurons très régulièrement la satisfaction que nos produits procurent à nos clients. Nous avons missionné une entreprise externe, pour ne pas être jugé parti, qui tous les 3 mois, en l'occurrence tous les mois et tous les 3 mois l'enquête est un peu plus poussée, enquête donc nos clients et leur pose la question: êtes-vous oui ou non satisfait des produits Phoenix? Et le dernier résultat, c'est l'enquête du 3e trimestre. Donc nous avons eu les résultats mi-novembre pour la période du trimestre 3. Nous avons aujourd'hui 91% de nos clients qui sont soit satisfaits ou très satisfaits de nos produits, ce qui est un score excellent, mais qui ne nous suffit pas. À vrai dire, vous avez de grandes ambitions. Oui, l'important, c'est que vraiment, nos clients soient le plus contents possible. Et je m'adresse à eux d'ailleurs, et je leur dis, n'hésitez pas à continuer d'exprimer des doléances vis-à-vis de Phoenix, n'hésitez pas à nous faire remonter des insatisfactions vis-à-vis de Phoenix, nous vous écoutons, nous vous entendons pour nous améliorer au quotidien, nous nous engageons à travailler pour toujours plus d'excellence à votre service. Alors vous êtes né aujourd'hui, on l'a dit, ça fait 2 ans, n'est-ce pas? Le bilan que vous faites à votre niveau, est-ce que vous-même personnellement, vous êtes satisfait à l'effet, par exemple, de rester longtemps au Bénin? Alors, je suis satisfait pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai peut-être un peu prétentieusement l'impression avec mes salariés d'écrire une petite page de l'histoire du Bénin. Il est clair que nous ne pourrons pas, vous ne pourrez pas en Afrique, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays, desservir en électricité via les infrastructures traditionnelles 100% des populations. Le relief, la topologie exclut cette hypothèse, et donc des solutions alternatives proposées par Phoenix, c'est une vraie belle alternative pour permettre l'électrification du pays. Et donc j'ai l'intime conviction que nous faisons œuvre sociale à Phoenix. Nous sommes certes une entreprise privée, mais nous faisons œuvre sociale avec mes salariés
Et chaque jour, nous sommes très fiers de compter, en ce moment, c'est à peu près 200 nouveaux clients chaque jour qui bénéficient de la lumière, du confort, de la sécurité, de l'information, du divertissement, qui rentrent tout doucement dans la modernité. Et c'est la première satisfaction personnelle que je retirais. La deuxième satisfaction personnelle, qui est aussi part du bilan, c'est d'avoir créé de l'emploi. Nous avons créé près de 200 emplois directs. Nous avons des conseillers clientèle pour notre centre d'appel dédié au service après-vente. Nous avons des techniciens d'assemblage et de reconditionnement pour notre entrepôt. Nous avons des comptables, des administratifs, des marketeurs. Nous avons des encadrants commerciaux. Bref, tout un ensemble de métiers occupés aujourd'hui par une équipe très jeune et très motivée et très engagée. Nous avons aussi créé 1000 emplois indirects de commerciaux. On les appelle les conseillers confort solaire. Ils rayonnent à partir des points services et des points relais dont j'ai parlé tout à l'heure pour proposer et présenter les kits aux populations rurales. Donc au global, c'est à peu près 1200 emplois que nous avons créés au Bénin en 2 ans. Et je pense que l'on peut considérer Phoenix aujourd'hui comme une vraie réussite en termes d'acteurs économiques au Bénin. Alors, de votre démonstration, on vous sent bien enthousiasmé, n'est-ce pas? Alors, quelles sont vos perspectives? Parce qu'apparemment, vous êtes bien heureux d'être au Bénin avec la manière dont les choses se déroulent. Alors, nous avons mesuré par l'association Gogla, qui rassemble l'ensemble des industriels de la filière système solaire décentralisé, nous avons une part de marché de l'ensemble des industriels au Bénin de 91%. C'est vous dire, c'est mesuré à la fin du premier semestre. Nous n'avons pas encore les chiffres du second semestre. Pour le coup, il n'est pas terminé. Donc, c'est vous dire qu'on est le leader aujourd'hui de cette industrie ici au Bénin et on entend le rester encore longtemps. Alors, je différencierai en termes de perspective le court et le moyen terme. Le court terme, c'est la fin de l'année 2020. Nous avons 90 000 foyers desservis dans quelques jours. Nous visons les 100 000 en fin d'année et je suis sûr que le chiffre sera fait. Je tiens quand même à le rappeler dans un contexte extraordinairement difficile, celui de la pandémie qui menace le monde entier. Voilà, et qui a aussi heurté l'économie béninoise. Et nous arriverons à faire les 100 000 clients. Et c'est la preuve que nous sommes à même de surmonter des obstacles importants. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, c'est l'année prochaine. D'abord, nous souhaitons doubler la taille de notre portefeuille client, donc passer de 100 000 à 200 000. Et puis, je terminerai en parlant de... Vous visez gros, hein? Oui. On se grandit par des objectifs ambitieux, c'est en tout cas ma conviction. Et je souhaite que nous nous développions à partir de 2021 dans le cadre d'une nouvelle entité qui s'appelle Energy Access, qui a été créée par le groupe Engie, qui est un groupe international, un des leaders mondiaux de l'énergie, qui a racheté la société Phoenix en octobre 2017, qui a aussi racheté d'autres entreprises, notamment la société Mobisol, qui est une société qui intervient dans d'autres pays que Phoenix. Et la fusion au sein de cette entité Engie Energy Access, de Phoenix, de Mobisol, mais également d'une troisième filiale, Power Corner, spécialiste des mini-réseaux solaires qui permettent de desservir en électricité toute une communauté, et bien au travers de cette nouvelle entité, nous entendons poursuivre notre développement et concrètement pour les populations béninoises, ça va signifier à partir de 2021 l'arrivée sur le marché sans doute de nouveaux produits, pourquoi pas des réfrigérateurs, pourquoi pas des pompes à eau, pour accroître la taille de notre gamme et toujours satisfaire plus de besoins pour l'ensemble des populations béninoises. Alors pour vos produits, vos accessoires et autres, quelles sont les modalités de paiement que vous proposez à la clientèle ? Alors, c'est un des facteurs qui fait qu'on s'est installé au Bénin. Nous recherchions un partenaire solide, de confiance, qui pourrait nous permettre, en effet, de favoriser le paiement de nos kits à crédit, à tempérament. Alors, nos kits, on peut les acheter, bien sûr, à comptant, mais la plupart des populations n'ont pas les moyens forcément pour acheter faible revenu pour les acheter à comptant. Et donc, la plupart d'entre eux préfèrent la solution à crédit sur 1 ou 2 ans. Et il nous fallait un partenaire solide capable de proposer des modalités financières fortes. Et ce partenaire, c'est la société MTN. Nous sommes partenaires de MTN depuis l'ouverture de Phoenix au Bénin. Et via le dispositif Mobile Money de MTN, nos kits peuvent être achetés à crédit sur une formule 1 an ou 2 ans. Il suffit pour cela d'avoir un compte MTN. Et c'est aujourd'hui le cas d'une grande majorité de Béninois et de toujours plus de Béninois. Alors, est-ce qu'il y a un service qui gère les contentieux entre vous et vos clients lorsque, par exemple, vous offrez cette possibilité à un client qui, chemin faisant, n'honore pas? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, fort heureusement, nous n'avons encore que peu de contentieux, mais notre souhait, c'est faire en sorte que l'ensemble de nos clients deviennent le plus
vite possible propriétaires de leur kit. Comme nous avons une très grande majorité de nos clients qui achètent à crédit, ils deviendront propriétaires après 2 ans et s'être acquittés de leur kit. Alors évidemment, en fonction du contexte, de rentrée d'argent plus ou moins régulière, vous avez des clients qui payent plus ou moins régulièrement. Et nous avons des équipes, en effet, qui ne sont pas des équipes que je qualifierais de recouvreurs au sens financier du terme, mais qui sont des équipes pour accompagner nos clients à trouver les ressources financières pour le plus vite possible devenir propriétaire de notre kit. Je vous rappelle que nous avons l'ambition de faire œuvre sociale et ce qui nous importe, c'est véritablement que nos clients soient satisfaits à la fin et ne soient pas contraints à s'acquitter d'un bien qu'à un moment donné, ils pourraient regretter. Donc c'est vrai que nous suivons le repaiement de nos kits avec attention, mais dans une logique d'accompagner nos clients plutôt que de les sanctionner. Alors une question très rapidement, n'est-ce pas, où vous trouvez lorsque un client a besoin de vous, comment vous joindre et où vous trouvez? Il y a 3 canaux majeurs de contact. Il y a tout d'abord notre centre d'appel. Donc nos clients peuvent appeler le numéro du centre d'appel. Alors je ne le connais pas par cœur, mais je vais le réciter, le 69 70 99 99. Oui. Il y a également, donc c'est un centre d'appel interne, internalisé à Phoenix. Il y a également nos boutiques, donc 40 boutiques sur l'ensemble du territoire béninois. Et puis il y a également un forum WhatsApp que nous avons ouvert sur Internet, où les clients peuvent nous écrire et on répondra à leurs préoccupations. Monsieur Robert Philippe, vous êtes intéressant dans votre développement. Votre mot de conclusion très rapidement. Mon mot de conclusion sera pour nos clients. C'est notre 2e anniversaire. C'est presque leur anniversaire aujourd'hui, même si dans les 90 000, il y en a quelques-uns qu'on vient d'acquérir. Oui. Moi, je leur dirais merci, tout simplement. Il n'y a pas de business durable sans clientèle satisfaite. Encore une fois, que les clients continuent de s'exprimer, de donner leur point de vue sur nos produits, et nous serons toujours là pour les satisfaire. Puis j'ai envie de dire un petit mot un peu plus concret. C'est bientôt la fin de l'année, une année qui a été éprouvante pour tout le monde. C'est bientôt la fête. Alors dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement et que j'invite tout le monde à suivre, je pense qu'on aura tous envie de se détendre en fin d'année. Donc n'hésitez pas à acheter un kit Phoenix pour la radio, la télévision, la lumière, pour accompagner votre soirée du 31 décembre. Je suis sûr qu'il y aura toujours une solution Phoenix pour vous permettre de fêter la fin de l'année 2020 dans de bonnes conditions. Monsieur Philippe Robert, merci d'être venu sur le plateau de grand format d'actu de Canal 3 à Bénin. Je précise que vous êtes le directeur général de NG Phoenix Bénin, une structure qui s'occupe donc de la conception et de la commercialisation des kits solaires. Mesdames, Messieurs, je vais vous accompagner, n'est-ce pas, avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse Alossé. Nous parcourons des milliers de kilomètres pour vous rejoindre afin de vous apporter le confort que vous méritez. Ça y est, le nouveau jeu Tombola Comtesse est là. Après le premier jeu qui a fait de nombreux gagnants, le département Comtesse Innovation de ILBB, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous revient avec son 2e grand jeu Tombola. Jouez et remportez une moto, un poste téléviseur, un ordinateur portatif, une tablette, un smartphone, ainsi que de nombreux lots de consolation. Du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, consommez et gagnez ces merveilleux cadeaux avec l'eau minérale de Comtesse et l'eau de fruits citron sucré. Comment jouer? Achetez votre eau minérale de Comtesse à 400 francs ou eau de fruits citron sucré à 500 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et numéro de téléphone. Déposez les étiquettes remplies auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule de Comtesse. Faites comme elle. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. L'eau de Comtesse, eau du Bénin. Ça, c'est de la sapoteau. Mon style légendaire a encore fait des ravages. Un selfie, c'est bien, mais un constat, c'est mieux. Sam Assurance remorque votre véhicule et vous prête un véhicule.
Merci beaucoup. Après votre constat, Saham Assurance remorque votre véhicule et le remplace. Saham Assurance, member of Sanlam. Moi aussi je vais être assuré. Moi aussi je vais être assuré. Bonjour à toutes et à tous. Après le break, c'est reparti. Le chef de l'État a repris son bâton de pèlerin en début de week-end. L'information a fait la une de la quasi-totalité des journaux parus vendredi. Après avoir parcouru 2732 km, Patrice Talon reprend sa tournée présidentielle, pointe le journal Les 4 Vérités. Une tournée qu'il a reprise à partir des communes de Banté et Savalo. Ces localités précédaient dans l'agenda Djougou et Bassila. À Djougou, justement, les journaux nous renseignent que le passage du chef de l'État a été marqué d'une pierre blanche. Tournée du chef de l'État dans le septentrion, Djougou, l'apothéose, s'exclame le quotidien Le Challenge. Le quotidien Fraternité, lui, nous informe qu'à cette étape de sa tournée, un tapis rouge a été déroulé à Patrice Talon sous la conduite du docteur Malik Gomina, maire de Djougou. Un vibrant hommage a été ensuite rendu à l'actuel occupant du palais de la Marina pour ses réalisations inédites dans la commune de Djougou, ajoute Fraternité. Tournée du chef de l'État, étape de Djougou, Malik Gomina et les siens ont réservé un accueil de roi à Patrice Talon, affiche en manchette le quotidien L'Informateur. Malik Gomina qui, pour l'occasion, a exposé les attentes de sa population à travers un chapelet de doléances égrené devant le chef de l'État, renseigne Fraternité, qui publie l'intégralité du discours du premier élu de Djougou. Partout où il est passé, Patrice Talon a été accueilli dans une liesse indescriptible, ajoute le quotidien Libération. L'autre quotidien rapporte même en gros titre un extrait des propos du président de la République. Citation « Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble ». Fin de citation. Ce sont des mots forts pour des sentiments forts, commente le journal. Sur le terrain, des localités qui n'étaient pas inscrites sur l'agenda de cette tournée du chef de l'État souhaitent bien accueillir le premier magistrat du pays. Le cas de la commune de Zagnanado, qui, selon mes confrères, réclame l'escale de Patrice Talon. Toujours pour la suite de cette tournée nationale, le journal Matin Libre semble beaucoup plus préoccupé par l'étape de Porto Novo. Et ici, mon confrère se demande si le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbedji, sera aux côtés de Patrice Talon. 24 heures avant la reprise de ce périple, le porte-parole du gouvernement a planché devant la presse pour faire le point d'étape de l'Odyssée présidentielle, informe le quotidien La Cloche. Le même sujet fait le gros titre du journal La Nation. Tournée du chef de l'État, Alain Oronla en donne la teneur, titre le quotidien du service public. Et une fois encore, poursuit la publication, le conférencier a rappelé l'objectif de ce périple du chef de l'État. C'est pour aller constater de visu l'évolution des chantiers, a laissé entendre le ministre de la Communication et de la Poste à la une du quotidien Libération. Et cette première phase a été placée sous le sceau de la reddition de comptes et sous le signe de l'unité nationale, a poursuivi l'avocat dans des propos relayés par les journaux. Il était question pour le président de la République de se prêter à un exercice de pédagogie et de partager avec les populations les acquis et les résultats du PAG, restituent mes confrères. Et pour l'occasion, écrit en gros titre le quotidien Le Challenge, les populations ont salué la dynamique et l'engagement de Patrice Talon. Le journal Les Pharaons lui plonge sa plume dans le bain de la réconciliation annoncée entre Patrice Talon et son prédécesseur à la magistrature suprême du Bénin, Boni Yayi, et s'interroge. À qui profite le clivage Yayi-Talon? En attendant la réponse à cette interrogation, le quotidien Matin Libre trouve que dans la démarche de réconciliation annoncée, des personnalités comme Nicéphore Soglo, Sébastien Adjavon et Komi Koutié sont oubliés. Le chef de l'État au contact des populations, Yayi servi, quid de Soglo, Adjavon et Komi Koutié, pointe le journal. Mais pour le ministre Alain Oronla, dont les propos sont rapportés par le matinal, la paix souhaitée n'est pas synonyme de bradage de la justice. Dans le même temps, le journal croit savoir qu'il y a une cacophonie dans l'entourage de Boni Yayi au sujet de la réconciliation. Plus loin, mon confrère cite nommément à sa une, avec image à l'appui, les auteurs de ce chantier de destruction du projet de réconciliation entre les deux chefs d'État. En tout cas, le porte-voix de l'exécutif a conclu dans les colonnes des publications en parlant des annonces fortes et des engagements de Patrice Talon pour pacifier le pays. En politique, le quotidien Le Matinal semble apercevoir un vent de désamour derrière les noces scellées récemment par l'Union progressiste et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Sur sa page Facebook, écrit le journal,
Le parti au logo Baobab a dénoncé des accusations de démobilisation de militants portées à son encontre par Jacques Ayadji et les siens. Et ceci relève la publication à travers une prétendue liste de militants de Mouel Bénin à récompenser par l'UP pour leur collaboration lors des dernières élections communales. Du coup, le matinal se demande si c'est déjà le clash entre l'UP et Mouel Bénin. Le quotidien Fraternité, lui, s'intéresse à l'exercice de désignation des candidats du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2021. À moins de 6 mois de cette échéance électorale, c'est toujours l'incertitude autour de l'identité des personnalités qui porteront l'étendard de l'opposition radicale, constate le journal. Mon confrère publie tout de même la liste de prétendants qui, selon lui, restent les favoris pour la conquête des 2 places du ticket présidentiel. Il s'agit de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Ndete, aujourd'hui président du Parti Les Démocrates, de l'ancien député Noureni Yachade et Noureddine Sakra Saleh. Ce sont ces profils qui peuvent nourrir des ambitions, insiste mon confrère, qui précise tout de même que l'arbitrage sera assuré par l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui s'est résolu à tourner dos à la FCBE. Mais il reste pour ces candidats à convaincre des maires et des députés pour avoir des parrainages, prévient le Canard de Ménantin. Pour l'échéance électorale de 2021, le quotidien Fraternité voit dans le développement de l'actualité politique nationale de grandes foulées de potentiels compétiteurs avant le sprint final. Mon confrère fait surtout allusion à la tournée du chef de l'État, à laquelle il ajoute la démarche du professeur Joël Aïvo, présent sur le terrain depuis des semaines. Si pour l'instant, ces 2 personnalités sont pratiquement les seules à véritablement marquer leur présence sur le terrain avec des intentions bien affichées, écrit le journal, le Parti Les Démocrates, avec de régulières installations de coordination et la force Cori pour un Bénin émergent, ne sont pas du reste. Dans la suite, cette semaine, le quotidien La Nation annonce le réaménagement des horaires du travail au sein de l'administration publique béninoise. À en croire le journal, le projet prévoit une amplitude horaire de 8h à 17h30 minutes avec une pause d'une durée d'1h30 allant de 12h30 à 14h. Une option qui, poursuit le quotidien du service public, permettra de fermer les bureaux 1 heure plus tôt qu'auparavant. C'est un projet qui prévoit de nombreux avantages socio-économiques pour le Bénin, ajoute le quotidien Le Matin, pour lequel la position du gouvernement est attendue. Toujours dans la suite cette semaine, le journal Soleil Levant nous apprend qu'un enseignant du primaire a été mis sous mandat de dépôt pour avoir abusé d'une fillette. La scène s'est produite à Cotonou, ajoute le Canard. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. On va parler maintenant développement du secteur de l'artisanat avec Brice Rondy. Il est le président de l'ONG ADECO et promoteur de la plateforme du réseau de communication des artisans. Brice Rondy, bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau du grand format. Vous allez nous présenter très brièvement l'ONG ADECO. L'ONG ADECO, c'est une organisation non gouvernementale créée en 1999 par des jeunes. Depuis 1999. Depuis 1999. Nous avons fêté les 20 ans en décembre passé. Ça, c'est bien. Et nous l'avons créé sans savoir qu'aujourd'hui nous serons à ce stand-in. Nous l'avons créé juste pour aider les élèves et dans les matières littéraires et scientifiques. Et c'est comme ça, ça a pris. Et en 2002, nous avons vu la décentralisation venue. Nous avons pris d'assaut le secteur de la décentralisation. Nous avons eu à accompagner les élus dans les matières des technologies, de l'information, de la communication, la formation à l'outil informatique pour permettre à beaucoup d'élus aujourd'hui de pouvoir aller sur le marché international. C'est dans ces différentes tournées que nous avons compris que le secteur de l'artisanat est laissé pour compte. Ils sont installés partout, ces artisans, dans toutes les rues du Bénin des 77 communes, et nous avons voulu bien les accompagner. C'est depuis 7 ans que nous avons créé le département de l'ONG, qui est la plateforme de communication du réseau des artisans du Bénin.
Alors visiblement, vous jouez les sapeurs-pompiers à des secteurs qui sont, en tout cas des secteurs qui claudiquent un peu. Vous êtes parti, vous avez dit, de l'accompagnement du secteur de l'éducation pour les élèves en matière littéraire. Vous êtes venu dans le monde de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'artisanat que vous avez pris d'assaut. On a constaté donc sur le terrain, n'est-ce pas, l'installation de vos démembrements, en tout cas dans l'arrondissement de Cotonou. Vous avez fait les 11e, 12e et 13e arrondissements la semaine dernière, mais les semaines qui ont précédé, il y a eu des arrondissements dont vos démembrements ont été installés. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui est visé à travers cet exercice? Le département, qui est la plateforme de communication du réseau des artisans, c'est pour tout faire pour que les artisans soient touchés jusqu'à la base. Les artisans ne sont pas organisés. Il y a les artisans un peu partout, mais ils sont très très mal organisés. Et l'information ne passe pas. D'où la plateforme de communication du réseau des artisans du Bénin. C'est une réponse à la réorganisation du secteur et à pouvoir mieux les accompagner dans les formations en renforcement de capacité. Parce qu'un artisan qui finit sa formation depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, ils n'ont pas l'occasion d'aller suivre des formations en renforcement de capacité dans leur secteur d'activité et aussi le changement de comportement. Or, c'est un secteur vital de l'économie de notre pays. D'où nous avons démarré depuis 7 ans, mais nous n'avons pas pensé à installer la plateforme, que ce soit dans les départements, ni dans les communes, ni dans les arrondissements. La plateforme était qu'au niveau national. Mais nous avons compris que l'information ne passe pas du tout. Les représentants des départements n'arrivent pas à atteindre l'objectif. D'où, depuis 2 ans, nous avons commencé par installer la plateforme dans les départements du Bénin. Vous allez constater, nous l'avons fait dans l'Atakora, dans le Borgou, dans l'Ouémé Plateau. Nous l'avons fait également dans le Zou. Et nous sommes descendus dans les communes et dans les arrondissements. Cotonou étant une ville économique et stratégique, nous l'avons laissé d'abord. Et nous avons commencé par les autres départements. Mais de Cotonou, le département de Cotonou a été installé depuis 2 ans. Mais les arrondissements, nous l'avons commencé depuis 2 semaines. Où la plateforme, le bureau de la plateforme sera installé dans les 13 arrondissements de Cotonou pour permettre à ce que nos objectifs soient atteints. Lorsque l'information quitte le niveau national, ça descend au niveau départemental. Du niveau départemental, ça descend au niveau de la commune. Et du niveau communal, ça descend à l'arrondissement et au quartier. Dès que nous allons finir les arrondissements, ces bureaux d'arrondissement vont installer les bureaux des quartiers. Puisque lorsqu'on parle de la décentralisation, c'est le développement à la base. Et qui sont ceux qui sont à la base? C'est nos artisans, ce secteur vital de l'économie de notre pays. Alors les équipes que vous installez, quelle est exactement leur mission? Leur mission, c'est de recueillir leurs besoins en formation et en matériel. Surtout les formations. Dans beaucoup de secteurs, la formation. La formation. Et dans tous les secteurs d'activité. Tous les corps de métier confondus. Et dans un bureau de 29 membres, il y a tous les corps de métier qui sont dedans. Là, au plus tard, le 10, voire 15 janvier, ils nous font le point des besoins en formation. Et nous, à notre conseil d'administration, en fin janvier, nous allons planifier la formation que nous pouvons leur apporter dans l'année 2021. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment se porte le sous-secteur de l'artisanat au Bénin? Je dirais le secteur de l'artisanat se porte un peu mal. Parce que je déplore tout ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Oui, depuis 1 an, je peux vous dire, il y a plusieurs camps. La Sénab est divisée en 2. Il y a un camp pour X, un camp pour Y. Étant dans un acteur du secteur, je me suis porté comme médiateur pour régler ce problème. Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ah bon? Mais notre envoyé, d'autres m'ont répondu pour dire il n'y a plus de problème dans le secteur de l'artisanat depuis que le ministre a sorti une note pour dire non, je reconnais telle personne. Or, en bon père de famille, à mon humble avis, nous ne pouvons pas prendre position pour X, pour Y. Quand vous êtes père de famille, 2 enfants se battent, vous devez appeler les 2 enfants à se réconcilier et à mettre fin à la récréation. C'est ce qui fait aujourd'hui le problème du secteur. Et vous allez remarquer, c'est les élections qui divisent le secteur. C'est pour ça, les élections professionnelles. Les élections professionnelles. Lorsqu'il s'agit des élections de la Sénab, UCIMB, de la Chambre, c'est ça qui divise le secteur. Après les élections, les artisans ne s'entendent plus. C'est pour ça, nous, à la plateforme, nous avons
préféré aller à des nominations. Et là, nous réglons le problème. Lorsque nous te mettons là et que tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité, à pouvoir réunir et à mettre tous les artisans ensemble, nous t'enlevons et nous mettons quelqu'un d'autre. Mais est-ce que le problème est réglé avec les nominations? Est-ce qu'on ne s'achemine pas à un éternel recommencement? C'est-à-dire face à l'échec de quelqu'un qui est nommé, le lendemain, on le remplace par une autre personne. Oui, est-ce que la solution est trouvée? La solution est trouvée, nous, à notre niveau. Puisque vous savez, la plateforme aujourd'hui est pour tous les artisans. Que ce soit de camp X ou de camp Y, tous les artisans du nord au sud sont membres de la plateforme. Nous n'avons pas ce problème. Mais le problème est que le ministre de l'artisanat, le ministre PME, doit appeler tous les responsables de ce secteur, que ce soit de l'UCIM jusqu'à la Sénap, à une table de négociation pour que le secteur soit un et indivisible. Alors pour vous, et là, pour taper du poing sur la table, c'est le chef de l'État qui doit siffler la fin de la récréation. Pourquoi? Vous avez vu les réformes qu'apporte aujourd'hui le chef de l'État dans ce secteur vital. Ça ne peut pas s'éclore dans la division. D'accord. Alors pour vous qui avez fait l'option de jouer les médiateurs, est-ce que vous avez fait la démarche qu'il faut au niveau du ministre de tutelle de manière à ce que vos propositions peut-être puissent l'édifier et la mener à... Le ministre n'a pas encore la disponibilité de nous recevoir parce que lorsque nous avons commencé la médiation, une note a été envoyée au ministre pour pouvoir échanger avec lui, lui faire nos propositions. Nous avons rencontré plusieurs acteurs qui sont dans le secteur. D'autres nous ont fermé leurs portes. Mais pour eux, il n'y a pas de problème dans le secteur. Mais ceux qui nous ont rencontrés ont compris notre démarche. Et notre démarche, c'est que l'artisanat soit un et indivisible. D'accord. Alors, avec les malaises que vous avez observés dans le secteur, selon vous, aujourd'hui, quelle politique mettre en place pour que tout aille bien? La politique mettre en place pour que tout aille bien, c'est de tout faire pour que l'artisanat, tous les artisans puissent parler le même langage. Et cela passe par quoi? Et cela passe par la communication. Et non à une prise de position. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lorsque deux enfants d'une même famille se battent, il faut les appeler à une table de négociation et les unir afin que le secteur puisse mieux aller. Mais je peux vous dire également, il y a quelques groupuscules de personnes qui ont pris d'assaut le secteur et qui en font leur chasse gardée. C'est le véritable problème du secteur. Ces gens qui aujourd'hui n'ont même plus d'atelier. Et comment cela se fait? C'est-à-dire, bon, ça a été toujours comme ça avant que nous ne venions dans le secteur depuis 7 ans. C'est pour ça que nous avons dit, nous n'allons pas prendre parti pour X ni pour Y, mais nous allons travailler avec tous les artisans. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque nous allons finir d'installer le bureau de la plateforme de communication du réseau des artisans jusqu'au quartier, pour faire nos formations, nous n'allons même plus besoin de nous casser la tête. Lorsque nous réunissons le bureau national, les membres du bureau départemental sont d'office membres du bureau national. L'information descend directement au niveau départemental. Les membres du bureau départemental, c'est les membres de la commune qui sont membres du bureau départemental. Et c'est les membres du bureau d'arrondissement, les coordonnateurs du bureau d'arrondissement qui sont membres du bureau des communes. Et c'est les membres des communes qui sont les membres des arrondissements qui sont membres des bureaux des communes. Et là, l'information passe facilement et nous pouvons atteindre tous les artisans jusqu'à la base. Mais le vrai artisan, ce n'est pas celui qui expose. Le vrai artisan est dans un coin, dans un gloglo que nous ne connaissons pas. Et il a fallu que nous avons commencé par faire des tournées pour comprendre que le vrai artisan, c'est celui qui a son atelier et qui travaille véritablement là. Et c'est là où nous valorisons chaque année, à notre dîner de gala que nous organisons à Majestic Kajeun, les meilleurs artisans. Alors, pour les étapes que vous avez déjà parcourues dans cet exercice d'installation de vos démembrements, est-ce que vous vous sentez écouté? Nous nous sentons vraiment écoutés, très écoutés même. Les artisans sont très... Il y a cette adhésion, cette envie de corriger les choses. Il y a cette envie de corriger les choses, parce que vous savez, les artisans ne sont pas si bêtes que nous croyons. Les artisans, c'est des gens qui sont très intelligents, ils sont docteurs dans leur domaine. Il faut simplement communiquer avec eux, les ramener à la raison, leur faire comprendre que ce qui est patron pour eux, ce qui est chef pour eux, c'est leur atelier, c'est ce qu'ils ont appris, et non les guerres de personnes. Ça fait partie de ma communication depuis que j'ai commencé ma descente sur le terrain. Et ils ont compris. Alors, est-ce que vos échanges, sinon vos réflexions, n'est-ce pas, tournent également autour de la politique à mettre en place pour l'épanouissement du secteur de l'artisanat? Comment faire pour que l'artisanat puisse nourrir son homme? L'artisanat se portera mieux très bientôt.
Parce que je vous ai dit, le chef de l'État a mis une réforme. J'y crois fermement. Le chef de l'État a mis en place une réforme et bientôt il y aura les élections des chambres. Je pense, après cette élection, je pense que tout rentrera dans l'ordre. Je voudrais demander simplement au ministre de l'Artisanat qu'on ouvre les élections afin que tous les artisans participent normalement. Vous allez constater avec moi ce qui me touche. Il y a un mois sur les réseaux sociaux que les artisans qui ont appris le métier se retrouvent dans leur propre maison et sont chassés de leur propre maison. C'est-à-dire contre pour une réunion où les artisans se sont retrouvés. Là, on dit non, que telle personne ne sont pas invités. Or, vous voulez parler d'une élection de la chambre des métiers. Et là même... Vous sentez que les acteurs concernés ont été écartés. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion où tout le monde s'est retrouvé pour corriger le tir et régler définitivement le problème? C'est là où le bas blesse. Mais je pense les choses rentreront dans l'ordre. Parce que nous n'allons pas baisser les bras tant que nous vivons. Nous allons amener, que ce soit les acteurs, que ce soit les artisans, et que ce soit ceux qui sont aujourd'hui autorités politico-administratives de ce secteur, à comprendre que l'artisanat doit être un et indivisible. On vous sent bien, je dois dire, confiant. Votre mot de conclusion très rapidement. Mon mot de conclusion, c'est de demander à tous les artisans de mettre fin à ces guerres de personnes et de s'occuper de leur boulot et de comprendre simplement que leur chef aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont appris et leur atelier. Et de se mettre ensemble comme un seul homme pour que nous puissions sortir le secteur de l'ornière. C'est notre lettre motive. Sortir l'artisanat de l'ornière et que l'artisanat soit ce que ça... Et ça doit être comme les autres, dans les autres pays. Quand je prends le Togo, quand je prends Abidjan, l'artisanat se porte mieux. Mais pourquoi pas le Bénin? Je pense que nous allons nous battre ensemble avec ceux qui sont prêts pour que le secteur retrouve sa lettre de noblesse. Brice Rondi, merci beaucoup. Merci président de l'ONG ADECO et promoteur de la plateforme du réseau de communication des artisans du Bénin. Merci d'être passé sur le plateau du grand format. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain, si prêt à Dieu, pour fêter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien.